Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Cardel. Comment vas-tu mon cher Cardel? Ça va. Il est emballé. Et on est là pour vous parler de Vikings. Enfin, vous avez été très nombreux à nous demander des vidéos de Vikings sur la chaîne. On vous avait promis lors d'une FAQ qu'on allait faire une review de chaque épisode parce qu'on espérait être tous à jour sur la saison 4 avant la reprise. Or, parce que mes camarades sont très occupés et qu'il y a plein de choses à regarder, ils n'ont malheureusement pas pu être à jour sur Viking. Il n'y a que moi qui le suis. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Mais on va faire une vidéo en deux parties. La première partie va être sans spoil, où en fait, je vais vous expliquer pourquoi il faut regarder Viking et qu'est-ce que Viking. Et puis la deuxième partie va être sacrément spoilante, puisqu'on va revenir sur l'épisode 15, fameux épisode 15 de la saison 4 de Viking, qui a fait tant parler. Mais les autres épisodes avant mérite également qu'on s'y intéresse. Et puis les épisodes qui vont arriver, donc il y aura un peu de théorie sur la suite de Viking. Tu as regardé, tu en es où dans la série Viking, mon cher Cardel? Honnêtement, c'est ce que je te disais en off, je ne sais pas. Je ne Je m'en crois- rappelle même plus. Alors, de tête, de ce que tu m'avais dit à l'époque, tu es dans la saison 3, début de saison 3. Aucune idée. Et Big B, on est également dans cette saison 3. Donc voilà, Viking, c'est quoi? C'est une série qui a été créée en 2013 par Michael Hirst, diffusée sur la chaîne History, qui n'était pas connu pour cette série, qui se fait un nom sur ces séries, notamment, ça lui permet d'en lancer une autre, il y en a une très bientôt, avec Walton Goggins sur la guerre moderne. Qui sort également et qui va être à mon avis intéressante à suivre. Michael Hirst, il faut revenir sur lui parce que je pense qu'il est complètement l'âme de la série Viking. Et d'ailleurs j'avais fait un tweet pour dire que c'était le mec le plus burné dans la prod de séries aux États-Unis, et je pense vraiment. Michael Hirst, c'est un passionné d'histoire qui s'est fait un nom en créant la série Les Tudors avec Jonathan Rhys-Meyers, Henry Cavill qui est devenu Superman depuis. On a également Annabelle Wallis qu'on avait vu dans Peaky Blinders, Sarah Bolger, etc. Une excellente série qui figure dans mes séries préférées. Une série qui porte assez mal son nom, et c'est d'ailleurs un détail très important qu'on développera plus tard, puisque c'est une série sur Henri VIII et non pas sur toute la dynastie des Tudors en Angleterre. C'est également une personne qui a écrit le scénario de 2 films, si je dis pas de bêtises, avec Cate Blanchett sur Élisabeth la Pucelle, qui est considérée comme la plus grande reine de l'histoire d'Angleterre, qui est paradoxalement une Tudors également. C'est la 4e Tudors après Henri VIII, Marie la Sanglante, Édouard avant Marie la Sanglante, puis Élisabeth donc. Et C'est le Stéphane Bern américain, quoi. pas tout à fait. Et là, il s'est perdu sur une série qui n'a eu qu'une seule saison, c'est Camelot, donc sur la légende C'est du roi Secret Arthur. d'Histoire. Non. Voilà. Et une série avec Eva Green et Joseph Fiennes qui était pas terrible du tout. Et puis il est revenu avec Viking sur History, une série qui était centrée sur 3 personnages: Ragnar Lothbrok, Lagertha son épouse et Rollo son frère, inspiré de légendes ou de personnages qui ont réellement existé. Le personnage central de Viking, c'est Ragnar Lothbrok, qui est... Alors, les historiens se disputent sur la véracité du personnage de Ragnar. Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'est une pure légende? Est-ce que... alors, il y a beaucoup de théories qui disent que c'est un medley de plusieurs grands dirigeants vikings qui, par la légende, ne sont devenus plus qu'un seul. Le célèbre Ragnar, qui, petite anecdote, est également... C'est d'ailleurs, je Là, c'est précise Bjorn, juste là. pour les gens qui nous regardent, ce Là, n'est pas c'est pas Ragnar Ragnar, là, que c'est vous voyez, Bjorn. c'est Bjorn. À l'écran, son fils. D'ailleurs, petite anecdote, Ragnar est dans la série The Last Kingdom, dont on a parlé sur la chaîne l'année dernière, une série qui nous avait bien plu, qui avait été citée dans les Cult & Click Awards. À un moment C'est donné, vrai il qu'il y a ça aussi. le héros rencontre un Ragnar, et figurez-vous que c'est Ragnar Lothbrok, même s'ils le disent pas clairement dans la série. Ragnar Lothbrok, donc on ne sait pas si c'est vraiment quelqu'un qui a existé. Il y a une source qui semble décrire la vie de Ragnar, légendaire ou vérité, on ne sait pas, qui explique que donc Ragnar a été marié avec plusieurs femmes, et sa deuxième femme est Lagertha. Il a eu avec sa première femme Bjorn. Dans la série, c'est complètement différent. Sa première femme, c'est Lagertha. Son premier fils, c'est Bjorn. Il se marie avec Aslung, qui est ensuite une autre femme, et avec qui il a plusieurs enfants. Et dans la mythologie, histoire des Vikings, ça n'est finalement pas Ragnar qui est important, ce sont ses enfants. Bjorn, le premier, et surtout celui qui est considéré comme le plus grand chef viking de l'histoire, qui est Ivar le désossé, qui était désossé. Alors, il avait ce pseudo de désossé pour 2 raisons avancées.
On ne sait pas laquelle est vraie. La première, c'est qu'il avait un problème de motricité, donc il avait des jambes qui étaient affaiblies, mais qui ne l'empêchaient pas de marcher tout de même. Il était considéré comme un des plus grands guerriers vikings de toute l'histoire. L'autre, c'est qu'en fait, il avait pour habitude de désosser ses ennemis, d'où le Ivar le désossé. La série Viking a fait Ça aurait été le désosseur. Oui, mais pourtant c'est désossé. La série a fait un tout autre choix. Dans la série Viking, donc on a donc Ragnar qui est marié avec Lagertha, qui a Björn et qui a un frère qui s'appelle Rollo. Rollo a réellement existé, sauf qu'il n'a jamais connu Ragnar. Ils n'ont pas vécu à la même époque. On ne sait pas tout à fait si c'était un Viking, Rollo, ou plutôt qui venait d'un peuple norvégien. Et c'est lui qui est arrivé en France et qui a fondé la Normandie et protégé les. Enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'éléments qui sont plus ou moins cohérents les uns entre les autres. Peu importe, Michael Hirst a fait cette série dans l'optique de présenter la culture des Vikings et de nous passionner autour de cette culture-là qui l'intéresse énormément. Il n'y avait pas que les Tudors qui l'intéressaient. Et il s'est lancé dans cette série. Sauf qu'il a été confronté, mon cher Cardel, à un problème qui est le même qui a été le sien sur les Tudors, c'est qu'il a limité sa série à un seul et unique personnage, en l'occurrence Ragnar sur Viking et Henri VIII sur les Tudors. Sur les Tudors, ça a été une grosse déception, car il s'est privé du règne. Alors, si dans l'histoire anglaise, Henri VIII est un personnage très intéressant parce que c'est lui qui a amené l'anglicanisme, puis c'est le roi qui tue ses femmes. Derrière, Édouard est sans aucun intérêt, mais Marie la Sanglante a un règne très intéressant, surtout en série, ça aurait donné quelque chose de vraiment stylé. Et puis surtout, Elisabeth la Pucelle, donc qui est sa dernière fille, a eu un règne incroyable qui est fait qu'elle a été considérée comme la plus grande reine d'Angleterre. Et Victoria, qu'est-ce qui te fait marrer? Que la mère s'appelle Marie la Sanglante et que la fille s'appelle Marie la Sanglante. Ouais. Oui. Voilà. Et en fait, le problème de Michael Hirst, J'ai plein d'idées de vannes, mais je peux pas. tu peux pas. Non. C'est que Michael Hirst s'est arrêté à Henri VIII. La série des Tudors, c'est le règne d'Henri VIII, point barre. Il y a eu Marie la bouseuse après, la boueuse, pardon. Non, pas du tout. Et le problème avec Viking, et en tout cas, alors même si ça n'avait pas été affirmé, c'est que comme Viking était un énorme pari de la part d'History et que Hirst sortait de Camelot qui était raté, il s'est lancé sur Viking en centrant l'histoire sur Ragnar et en se disant je vais couvrir le règne de Ragnar et on verra bien. Et puis en fait, Viking a eu du succès. Elle a été très vite reconnue comme une bonne série, les audiences ont été très fortes, c'est une audience très étonnante pour une chaîne comme History. Comme une bonne petite série, parce que la saison 1 était très très bonne. Maintenant, Elle était confidentielle. Oui, et puis tu voyais que ça manquait de budget sur Exactement. certains plans. Tu vois que il y avait énormément d'ellipses, de trucs que tu comprenais pas trop. Mais là où ils avaient réussi une prouesse, c'est que ça en faisait comme si c'était une grosse série. Avec ce petit côté indé, on a fait ça à la maison et c'était ce qui était très intéressant dans cette saison 1. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils avaient pris des acteurs qui étaient complètement méconnus, comme Travis Fimmel, qui est le héros du film Warcraft notamment. Et ils rajoutaient aussi, comment il s'appelle évidemment, le prêtre Athelstan, ouais, voilà, qui est devenu le héros de la série Versailles, Louis XIV. Mais qui rajoutait un truc, tu vois, s'il y avait eu effectivement, comme tu le disais, que Ragnar, je pense que ça aurait moins accroché. Moi, ce qui m'avait plu, c'était la relation sur toute cette saison. Attention, la série Les Tudors n'est pas que sur Henri VIII, mais elle est centrée sur le règne d'Henri VIII. C'est-à-dire que la série ne survit pas à la mort d'Henri VIII. Mais dans Les Tudors, on suit James Cromwell, on suit bien évidemment Anne Boleyn, etc. Il y a énormément de personnages, notamment son meilleur ami, joué par Henry Cavill, qui est excellent d'ailleurs. Et Henry Cavill n'a jamais eu un aussi bon rôle que dans Les Tudors. Revenons style quand même. Revenons sur Viking. Le truc, c'est qu'avec ces 2 premières saisons, on va dire, Michael Hirst a vraiment gagné la confiance de la chaîne History. Et la Viking s'est fait vraiment une vraie communauté de fans. Du coup, Hirst s'est donné les moyens vraiment de ses ambitions et a eu le feu vert. Alors, il n'y a pas d'officialisation de tout ça dans ce que je vais affirmer là, mais on le sent. Il y a eu une sorte de feu vert, d'accord tacite entre History et Hirst pour lui donner les clés du camion et lui faire confiance sur plusieurs saisons. Et Hirst est allé au-delà finalement de ce qu'il avait freiné sur les Tudors et ce qui aurait fait que les Tudors auraient été une série incroyable si elle était allée au-delà dans les 8. Là, Hirst l'a dit, alors je crois que c'est entre la 3 et la 4, il a dit Viking ira au-delà de Ragnar Lothbrok, ira au-delà de Rollo, ira au-delà de Lagertha. Attendez-vous à ce que ces personnages meurent. Je ne dis pas qu'ils sont morts aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je dis. Donc vous pouvez regarder la série et vous attacher aux personnages, il n'y a pas de souci.
Mais en gros, c'est comme si George R. R. Martin disait tous mes personnages peuvent mourir, on le sait, voilà, mais c'est pas un spoil parce que on sait pas lequel, ni quand, ni comment, ni pourquoi. Sauf que Hearst n'a pas dit ça. Il a dit tous mes personnages vont mourir. On sait que Lagertha va mourir, on sait que Rollo va mourir, on sait que Ragnar va mourir. Mais que peu importe, la série va aller au-delà. Car ce que raconte Hearst, c'est plutôt la dynastie de Ragnar. Et tout en précisant, et dans des interviews, il avait expliqué qu'il refusait de s'arrêter à Ragnar parce qu'au final, c'était ce qu'il y avait après Ragnar qui était vraiment intéressant. Donc Bjorn est considéré comme un roi viking bien plus intéressant que Ragnar, et encore plus Ivar. Ivar est encore plus... c'est le top du roi viking, d'après l'histoire. Est-ce que ça veut dire que, étant donné qu'on a eu... Allez... 4 saisons, vu qu'on est à la moitié de la quatrième, je vais dire, on a eu 3 saisons et demie avec Ragnar. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on aura minimum 4 saisons supplémentaires? Alors, déjà, est-ce que Ragnar est mort, etc. Est-ce que Lagertha est morte? Est-ce que Rollo est mort? Oui, mais déjà, etc. étant donné que tu dis que ça va pas être Ragnar le plus important, on est déjà à 3,5, donc possiblement 3,5 de plus. Ah oui, la série peut durer et elle a vraiment matière pour durer. Et là où je veux en venir en vous parlant de ça, c'est uniquement sur le fait que en disant qu'il allait aller au-delà de Ragnar, j'ai vraiment eu l'impression, et c'est une impression qui est partagée par beaucoup de gens qui suivent Viking, c'est qu'entre la 3 et la 4, Hearst s'est libéré et que la saison 4 a un niveau de qualité qui surclasse complètement, je trouve, les 3 autres saisons. Et Viking était une saison que j'aimais beaucoup, mais à qui je trouvais beaucoup de défauts et qui me passionnait pas plus que ça dans les 3 premières saisons. Là, je peux te dire que la saison 4 est pour moi ce que j'ai vu de mieux à la télévision cette année. Vraiment, meilleure série pour moi de l'année. C'est marrant, parce que moi c'est l'inverse. C'est maintenant, tu sais, donc je vous ai dit au tout début que je me rappelais plus trop où j'en étais. Là, en parlant, ça me revient un petit peu. Moi, au contraire, c'est la saison 1 qui m'a le plus impressionné. La saison 2, j'ai commencé à m'ennuyer un tout petit peu. Moi aussi. Et je me suis arrêté dans Viking parce que milieu de saison 3, j'en pouvais plus. Oui, mais c'est vraiment à partir de la 4 que la série prend son envol et devient vraiment intéressante. Dans la 4, il développe globalement de nouveaux raids, etc. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que Viking, alors sans spoiler et sans raconter l'histoire, pourquoi est-ce que Viking est une série aussi forte? C'est qu'elle ose des choses que déjà on ne voit pas à la télévision américaine de manière générale, et ça j'en parlais dans la partie spoil. Et puis surtout, elle travaille admirablement bien ses personnages, en s'appuyant sur une interprétation qui est remarquable, notamment de Travis Fimmel dans le rôle de Ragnar, de Catherine Winnick dans celle de Lagertha. Imaginez, vous qui regardez Viking, imaginez Lagertha à la place de Daenerys dans Game of Thrones. Je pense que là, pour le coup, le personnage de Daenerys, avec Catherine Winnick et la manière dont elle incarne Lagertha, je pense vraiment que Daenerys aurait autrement plus de gueule que dans la série. Et pourtant, j'aime beaucoup Daenerys dans la série. Et l'arrivée, et là aussi où la série a eu une réussite exceptionnelle, c'est dans le casting d'autres personnages, comme le roi Egbert, le roi du Wessex, qui est énorme, et le personnage qu'on voit actuellement à l'écran, qui est Ivar, donc qui est un des fils de Ragnar, qui a été admirablement casté. L'acteur qui est complètement méconnu, qui incarne Ivar, est excellent. Et je pense vraiment qu'en termes de casting, Viking a quasiment ce qui se fait de mieux cette année en termes de série télé. Alors après, je suis devenu très fan, donc peut-être ne suis-je pas objectif, mais je trouve que la série s'appuie sur une interprétation qui est très stylée, une direction artistique magnifique, les décors sont totalement atypiques et sont très froids. Tu sais, Viking, c'est vraiment très froid. Mais en même temps, il y a par exemple à Kattegat, il y a une vraie chaleur, je trouve. Il y a des personnages qui sont construits à qui on construit un espèce de côté légendaire. Je pense à Floki, je pense à l'Oracle, etc. Et je sais pas, moi la série, vraiment, je la trouve extrêmement intéressante à suivre, avec une intrigue qui est très prenante et une intrigue qui a aussi le courage de prendre son temps parfois. Et là où Viking fait fort par rapport à d'autres séries comme Game of Thrones ou Walking Dead, qui ont un schéma qu'ils reproduisent de saison en saison, et c'est surtout le cas de The Walking Dead, c'est un début très fort, un creux, un retour très fort avant la pause, on reprend assez fort, un creux et le season final. Et Game of Thrones, c'est un petit peu ce qu'on disait. Pendant plusieurs saisons, on s'est dit,
il ne se passe rien dans Game of Thrones, mais c'est pas grave parce que l'épisode 9 va être taré. Viking, ça n'est pas ça. Viking, c'est une continuité, c'est du très fort à peu près dans chaque épisode, des moments plutôt calmes où on développe vraiment bien les personnages, où on développe vraiment bien les coutumes vikings, où on retranscrit vraiment bien tout ça, et ça en fait la force de Viking. Et notamment, ce qu'il faut dire, sans rentrer dans les spoils dans le contenu de l'épisode, c'est que l'épisode 15 de la saison 4, qui est de très loin celui qui aura le plus marqué les fans, parce qu'il s'y passe des choses qui sont marquantes, mais aussi parce que l'épisode est extrêmement bien foutu, bien réalisé, bien interprété, avec des choix qui sont vraiment audacieux. Et c'est en ça que... Alors, je vais commencer à en parler, mais j'en parlerai surtout dans la partie spoil. C'est en ça que Viking ose des choses. C'est que cet épisode 15, qui marque énormément, c'est un épisode de mi-saison. On peut le dire, mais sans pause. La série revient la semaine prochaine. Donc on a un épisode énorme qui est à 5 épisodes de la fin de saison, qui n'a pas besoin... qui ne va pas chercher le cliffhanger, tu vois, comme va le faire Walking Dead ou Game of Thrones. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça, j'ai trouvé ça remarquable. Donc voilà pourquoi je vous conseille de regarder Viking. Si vous n'avez pas fait... Alors je suis un peu fatigué, donc j'espère que j'ai réussi quand même à vous expliquer ce que je voulais vous transmettre dans cette première partie. Mais vraiment, Viking, moi je vous invite à sauter dessus. C'est vraiment une super série. Et surtout, à ne pas vous arrêter. Et je sais que c'est compliqué quand on dit ça, parce que ne vous arrêtez pas aux 3 premières saisons. Je vais prendre l'exemple d'Agent of S.H.I.E.L.D. Alors, je ne sais pas si c'était un exemple très pertinent, mais j'ai commencé la série en me disant mais mon Dieu, cette série est une purge. Et Bigby, qui n'est pas là sur la vidéo, mais parce qu'il ne voulait pas intervenir sur Viking, parce qu'il n'est pas à jour dans la série, Bigby m'a dit va plus loin que la saison 1 d'Agent of S.H.I.E.L.D., parce que la première est une catastrophe, mais la suite est excellente. Et Viking, ça va être un peu la même chose. Alors, toute proportion gardée, la saison 1, 2 et 3 ne sont pas du tout mauvaises. Vous allez passer un très bon moment, mais vous risquez fort de passer un excellent moment sur la saison 4, qui est, je le redis, et je terminerai avec cette première partie, vraiment ce que j'ai vu de mieux cette année en termes de série. Et du coup, on va passer à la partie spoil. Donc je vous invite, ta petite partie et spoil, Cardel à vous enfuir des locaux, voilà, et à laisser donc Daniel et moi parler de la série Viking. Ouais. Donc comme vous l'avez vu, en fait, si j'ai été dans cette vidéo jusqu'à maintenant, c'était juste pour annoncer la partie spoil. C'était pour m'accompagner, pour pas que je sois tout seul psychologiquement. On ne fait jamais des vidéos tout seul dans Cult and Click. Et regarde, la magie du cinéma, Ker, tu vas te lever. C'est à toi. J'ai raté. Ah putain, j'ai raté. Ker, c'est à toi. Est-ce que m'a pas laissé faire. Est-ce que Bigby... Daniel m'a pas laissé faire. Je t'invite vraiment à quitter la pièce. Casse. Allez, on se casse. Risques de souffrir très fort au niveau des oreilles. Voilà. Donc, alors, tout est nous, on fait pas de remontage, de cut à n'en tirer l'arigot. Voilà, Viking saison 4, ça y est, l'épisode 15. L'épisode 15 a été diffusé. Ragnar a rejoint le Valhalla. Valhalla, oui, Valhalla, non, ça. Oui, Valhalla, j'étais bien. Ragnar a rejoint le Valhalla, donc, puisque le héros de la série est décédé. Alors, premier point là-dessus, qu'est-ce qu'il faut être sacrément burné pour tuer le héros d'une série télé que l'on suit depuis 3 saisons et demie, le tuer dans un épisode coincé en milieu de saison, et surtout, ne pas arrêter l'épisode avec sa mort. Puisqu'il reste 15 à 20 minutes d'épisode après la mort de Ragnar, où on est tous sur le cul, bien évidemment, de la mort de Ragnar, et la série continue son chemin malgré le décès de son héros. Ça, j'ai trouvé ça vraiment burné, extrêmement bien foutu. Et quelle mise à mort de la part de Ragnar. Alors remettons un petit peu les choses dans son contexte, parce que juste dire Ragnar est mort comme ça n'a aucun sens. La saison 4 se concentre dans sa première partie, et c'est, je pense, quelque chose qui a été trop peu développé par les fans notamment, c'est la relation, la place prise par le roi Egbert du Wessex. Donc dans la première moitié de saison, on le voit prendre le pouvoir en Angleterre, ce qui est très important. On voit qu'il est confronté à une vraie rivalité avec Egil, qui est donc le roi qui met à mort Ragnar. Et on voit qu'il y a des vestiges de l'influence qu'a eu Athelstan sur lui quand Athelstan est venu avec Ragnar. Ragnar, de son côté, va en France. C'est tout un chapitre qui, aujourd'hui, fait vraiment partie du passé de la série, qui a eu son importance parce que déjà on a vu que les Vikings sont allés ailleurs, on a vu que Ragnar a eu une lourde défaite face à son frère Rollo, que Rollo justement
entre guillemets trahi les siens en soutenant le roi de France, en trouvant une femme, en fondant une famille dans le royaume de France. Et on retrouve Ragnar avec une ellipse. Déjà, il fallait le faire, une ellipse aussi importante dans une série et amenée de cette manière. C'est-à-dire que, remettons les choses dans leur contexte, bataille de Paris, Lagertha se fait blesser, on ne sait pas si elle est en vie. Rollo, on ne sait pas s'il est en vie. Ragnar, on sait qu'il a perdu, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ellipse, on retrouve ses enfants plus grands. Donc les 5 enfants de Ragnar, il y en a un qui est complètement invisible. Les 5 enfants de Ragnar sont devenus de jeunes adultes. Et Ragnar revient à Kattegat. On ne sait toujours pas si Lagertha est en vie. On ne sait pas ce qui est advenu de Rollo. Et Ragnar revient, tel un clodo, à Kattegat, faire cette réplique qui a hérissé le poil de tous les fans de Vikings, Who wants to be king, à ses enfants. On voit que même s'il a énormément vieilli dans la série, Ragnar n'a pas perdu de son charisme et de sa puissance. Et puis la série reprend. Et là, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu curieuse, car Ragnar arrive en fin de première moitié de saison en mode Who wants to be king, vraiment en incarnant cette puissance viking qui avait été la sienne dans les 3 premières saisons, et même dans la première moitié de la saison 4. Et la suite, on se retrouve avec un Ragnar qui est isolé, qui est fragile, alors qui a été fragilisé notamment par sa dépendance à la drogue et tout ce qu'il a vécu dans la saison précédemment dans la saison 4, puis le fait qu'il ait perdu complètement la confiance des Vikings, avec Bjorn qui ne le suit plus alors que Bjorn le suivait aveuglément, qui part donc pour la Méditerranée avec un des fils de Ragnar aussi, en emmenant Rollo, etc. Mais de son côté, Ragnar suit son petit chemin tout seul. Il a un objectif, c'est retourner en Angleterre, donc dans le Wessex, pour venger la mort de la colonie viking, massacrée sur ordre de Egbert. Et il s'en va avec quelques Vikings, vous l'avez vu, bon, je résume parce que c'est important quand même. Il s'en va, il revient au Wessex, il y a une tempête, il perd ses hommes, et là il a un plan qui nous échappe un petit peu pendant un bon moment, c'est pourquoi veut-il se rendre à tout prix dans la cour d'Egbert avec juste Ivar sur ses épaules. L'intérêt dans la série, c'est de développer admirablement la relation entre le père et le fils, qui ne se sont jamais connus pour le coup, puisque Ragnar a toujours délaissé Ivar suite à son handicap, à la naissance, et puis le fait que ce soit le fils prodigue, le fils protégé d'Aslung, je crois qu'on dit comme ça, mais je suis pas sûr, excusez-moi, alors que lui, Ragnar, était vraiment en rupture totale avec son épouse, ils s'en moquaient complètement. Donc voilà les explications qui faisaient que Ragnar et Ivar étaient aussi éloignés. Et là, ils sont devenus très très proches. Cette relation développée entre le père et le fils est hyper intéressante dans la série. Et Ragnar se retrouve face aux portes donc, du château d'Egbert et retrouve Egbert. Là, la vraie question, l'idée qui nous vient à l'esprit, c'est Ragnar va obtenir la clémence d'Egbert et puis repartir. Mais pourquoi ? Et on comprend assez vite que Ragnar a d'autres plans. Et que alors cette image-là, on en parlera après parce que c'est assez intéressant. Le plan de Ragnar, c'est de, en fait, provoquer sa mort. Provoquer sa mort pour provoquer un soulèvement de ses fils, que ses fils grandissent, s'unissent pour venger leur père et redonner toute la grandeur des Vikings. Ça, on le comprend dans le plan de Ragnar avec Egbert. Et ça se passe comme le voulait Ragnar. C'est là aussi où c'est incroyable, c'est qu'un tel héros de série ne meurt pas bêtement d'un coup d'épée. Il meurt en choisissant comment il va mourir. Alors comment, pas tout à fait, mais en tout cas, il choisit le moment où il va mourir et surtout entre les mains de qui. C'est-à-dire que c'est lui qui donne à Egbert l'idée d'aller voir Aelle, etc. Ça, c'est pour moi très important parce que c'est la suite de Vikings. Ragnar sort de la série, mais écrit plus ou moins la destinée de ses fils qui vont le venger. Il n'en a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, on a la réponse très vite, puisque Ivar invite ses frères à démonter Egbert. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant dans cet épisode de confrontation entre Egbert et Ragnar, qui est incroyable, c'est l'influence qu'a eu Athelstan dans la relation auprès des deux hommes. On peut presque parler d'amour, alors d'amour platonique certes pour Athelstan, mais quand même, il a eu une influence sur Ragnar et sur Egbert qui est énorme, et c'est le lien vraiment qui unit finalement ces deux hommes qui tous les deux assis par terre dans cette pièce sombre
discutent et cette conversation, je l'ai trouvée absolument bluffante. Et en fait, on se rend compte que Ragnar piège littéralement Egbert. Quand il dit à Ivar, tu diras à tes frères que j'ai été tué et que le responsable est Egbert, c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit à Egbert. En gros, il va demander à ses fils de dire que c'est Egil qui l'a tué. Pourquoi cette revanche de Ragnar sur Egbert ? Pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est le massacre de la colonie. C'est évident, mais c'est pas le plus important. L'autre raison, c'est le fait qu'ils se sont disputés à Telstan et que jusqu'au bout, Telstan a douté d'être un chrétien ou un viking. Par amour pour Egbert ou par amour pour Ragnar. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça montre, c'est un des éléments qui montre la profondeur de la série Viking et la manière dont Michael Hirst travaille extrêmement bien cette série. Car si on regarde un petit peu l'épisode où où Egbert et Ragnar se retrouvent, c'est finalement leur conversation qui est le moment très fort de l'épisode. Et ça, on le retrouve un petit peu dans l'épisode 15, la fameuse mise à mort, le plan se passe admirablement pour Ragnar, qui est livré à elle. Elle, aveuglément, mène son espèce de vendetta au nom de Dieu en massacrant et en torturant Ragnar. Alors, il y a déjà plusieurs choses qui vous a probablement marqué dans cet épisode. C'est de 1, la résistance de Ragnar. Il se fait brûler, il se fait piquer, etc. Il ne fléchit jamais. Et puis ce discours à la fin, où Ragnar il fait un pied de nez incroyable à elle qui, pendant tout l'épisode, a essayé de le faire flancher, de le faire reconnaître que l'existence du dieu chrétien. Et à la fin, lui, il dit non, moi je vais au Valhalla, etc. Quand Egil le brûle, Ragnar ne réagit même pas. C'est incroyable ce qu'arrive à faire Ragnar. Le tout sous les yeux d'Egbert. Donc ça, c'est vraiment le premier point très fort sur Ragnar. Et là, je me perds dans mon monologue interminable. Egil arrive à tuer Ragnar. Et Ragnar, je vais retrouver mon fil, ne vous inquiétez pas, meurt en ayant réussi à mettre au point vraiment l'intégralité de son plan. Et ça, j'ai trouvé que c'était très réussi. Mais la beauté de cette scène, la force du discours de Ragnar, que ce soit quand il discute avec cette espèce de vision de l'oracle ou quand il est en cage et avant de tomber dans les serpents, c'est bluffant. C'est un des épisodes, c'est franchement l'épisode peut-être le plus marquant de la série. Pourtant, il y en a eu des très bons. Et là, je salue Travis Fimmel pour la qualité de son interprétation. Encore une fois, dans cet épisode, il a été fou pendant toute la série. Et pourtant, un petit peu comme Jonathan Rhys-Meyers dans les Tudors, il a commencé en étant une véritable tête à claque et il s'est imposé comme un immense personnage grâce à son interprétation de son acteur Travis Fimmel. Passons maintenant à l'après. L'après, c'est le retour d'Ivar donc à Kattegat. Il découvre que sa mère a été tuée par Lagertha, que Lagertha est devenu donc le Jarl de Kattegat. Mais l'objectif principal de Ivar, c'est véritablement d'honorer finalement le sacrifice de son père et d'envoyer ses frères et lui, bien évidemment, sur le chemin de la vengeance, prendre le chemin du Wessex et d'aller se venger d'Egbert. C'est le moment de faire des théories. Très clairement, là on en est là, l'épisode 15 c'est terminé. Alors avant de parler de ça, je vais vous parler justement de cette image qui revient. L'épisode se termine par cette image. J'ai essayé de comprendre le sens de tout ça. J'ai fait des recherches sur internet et notamment sur Reddit, il y a beaucoup de gens qui expliquent que c'est Odin. Tout simplement, le roi Odin, le dieu Odin qui arrive à Kattegat. Est-ce que c'est réellement un personnage qu'on va voir dans l'épisode suivant ? Je ne sais pas, donc du coup ça serait pas le roi, le dieu bien évidemment, mais ça pourrait être une sorte de mirage de Odin qui arrive à Kattegat pour annoncer d'une certaine manière la mort de Ragnar ou aller chercher l'âme de Ragnar, roi de Kattegat. Voilà, dans les recherches que j'ai faites, c'est Odin. Alors si vous avez d'autres recherches qui vous donnent des choses intéressantes à signaler, surtout n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. D'ailleurs je vous invite véritablement à commenter la vidéo parce que c'est la première qu'on fait sur Viking. C'est une vidéo que j'avais très très envie de faire depuis longtemps, que j'espère que je fais pas trop mal, malgré le fait que je sois tout seul, sans notes, sans montage, etc.
Mais voilà. Alors maintenant, les théories. Moi, ça va être vraiment mes théories. Ma théorie, c'est que Ivar, bien évidemment, va monter en puissance, mais il va y avoir un développement d'Ivar en parallèle à celui de Bjorn. Bjorn va se développer en Méditerranée. On le sait, le tournage de la saison 5 se déroule en Méditerranée. Ivar, à mon avis, va rester dans le nord de l'Europe, donc j'inclus le Wessex dans tout ça. Ivar va emmener ses frères se venger de Ragnar. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le problème de Lagertha, qui a tué donc sa mère. Je pense que la vengeance de Ivar va être sur 2 fronts. Le premier front, ça va être d'abord venger Ragnar dans le Wessex. Je pense qu'il va le faire avec le soutien de Lagertha, parce que je ne vois pas Lagertha ne pas intervenir dans cette vendetta contre le Wessex, parce que la saison 4 et les derniers épisodes, et notamment cette espèce de scène où, enfin c'est pas une espèce de scène, c'est cette scène d'ailleurs, où Lagertha discute avec Astrid de l'influence qu'a eu Ragnar dans sa vie, et le fait que Lagertha de toute façon se venge contre Astrid qui lui a pris sa vie. Je pense que Lagertha va participer à la vengeance la vengeance contre Ragnar. Enfin, la vengeance la vengeance contre le Wessex. Et je vais y arriver. Et donc voilà, Lagertha sera avec Ivar et les frères d'Ivar, c'est une évidence. Ils vont se venger. Cette théorie me paraît évidente. Pourquoi ? Parce que j'ai vu le titre des épisodes de la suite de la saison qui nous font très clairement comprendre qu'il va y avoir une énorme revanche. Mais je pense que la revanche sera en double temps et qu'à la fin, une fois que Ivar aura vengé son père, il va venger sa mère. Et il va s'en prendre à Lagertha. Elle ne va pas mourir. Je suis persuadé que Lagertha ne meurt pas cette saison. Pourquoi j'en suis persuadé ? Parce que ça me paraîtrait pas cohérent avec le fait qu'ils aient déjà tué Ragnar, tué Lagertha, qui est quand même le personnage féminin extrêmement important de la série. Quasiment les tuer les deux à la suite, c'est très dangereux pour la série Viking. Michael Hirst a eu une vague de réactions très virulentes des fans lorsque l'on a cru que Lagertha était morte à la mi-saison, où il a expliqué que Lagertha était trop importante pour mourir de sitôt. Et on le sait, Lagertha, enfin l'actrice Catherine Winnick, a été vue sur le tournage de la saison 5. Ma théorie, c'est que Ivar va détrôner Lagertha de Kattegat et que Lagertha va s'enfuir avec Astrid, rejoindre Bjorn en Méditerranée. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur la suite de Viking. Et pour moi, il y a une dernière interrogation énorme. On sait que l'acteur Jonathan Rhys-Meyers, héros de la série Les Tudors, c'était lui qui était Henry VIII. Il était immense acteur dans Les Tudors. Hein. Il a fait plein de merde après. Quoique pas trop de merde. Il a fait des merdes, mais il a fait aussi des bons films, notamment des Woody Allen comme Matchpoint, etc. Travis Fimmel, non. Jonathan Rhys-Meyers a signé pour jouer dans Viking et on ne sait pas quel va être son rôle. Et là, on en parlera probablement dans d'autres vidéos, mais on sait que le fils d'Æthelstan historiquement non, mais va devenir un roi. Alors, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, il va devenir un roi et il va être le grand rival d'Ivar. Alors, est-ce que Jonathan Rhys-Meyers va jouer ce roi adulte ou est-ce qu'il va jouer un autre personnage ? On ne sait pas encore. Moi, mon idée, et ça serait peut-être un problème pour Viking, un problème qu'il n'avait pas envisagé, mais qui pourrait le devenir, c'est que Jonathan Rhys-Meyers pourrait jouer Ivar adulte, parce qu'il y aura d'autres ellipses, aucun doute là-dessus. Et du coup, ça voudrait dire que l'acteur qui joue actuellement Ivar, et dont j'ai complètement oublié le nom, qui est très bon, pourrait donc ne plus être dans la série et remplacé par Jonathan Rhys-Meyers, ce qui pourrait déplaire sérieusement aux fans. Même si Jonathan Rhys-Meyers est un très bon acteur et qui fera le boulot, on pourrait perdre un acteur qui a marqué déjà la série, en l'occurrence celui qui joue Ivar, qui est excellent, mais vraiment excellent, qui fait autant flipper qu'il arrive à passionner. Il incarne vraiment toute l'espèce de folie incontrôlable d'Ivar qui va l'amener au sommet. Donc voilà, est-ce que Rhys-Meyers va être Ivar ? Est-ce que Ivar va rester en place ? Ça y est, t'as fini ? Oui, Il y en a d'autres après de vidéos à tourner. Hein. J'ai quasiment fini. Voilà, c'était la vidéo sur Viking. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à faire des retours sur la qualité de la vidéo, sur Viking bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à sauter sur notre site cultandclick.com,
à nous dire, bien évidemment, si vous voulez d'autres vidéos sur Viking. On verra comment on peut faire. Est-ce que je vais faire tout seul? Est-ce que je vais faire avec mes camarades? Est-ce que je vais attendre mes camarades? Ça serait l'idéal. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne fin de journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!